Merci, député Kebzabo Saleh. Le député Biou Pabamedala. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Je ne donne pas de propos injurieux à Monsieur le ministre. Permettez-moi. Je trouve que c'est une honte. Souvent et à la fin, on condamne le chef de l'État. Mais pour le moment, les fonds sont là. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ces fonds? Maintenant, les grands patrons de la santé que le ministre représente ici fait un discours. Est-ce que c'est une démagogie? Est-ce que c'est quoi? Je ne sais pas. Ce que vous dites là, c'est palpable sur le terrain, Monsieur le ministre. Les fonds sont là. Je commence par la sensibilisation. Vous pensez que le premier point qui devrait être la sensibilisation au niveau de la population, est-ce que ça atteint son objectif? Moi, je passe pour la plupart de mon temps dans le monde rural. La population n'a pas compris. Le fait de confier la sensibilisation ou bien la protection entre les mains de militaires leur donne l'occasion de s'enrichir. Prenez cette route-là, le soir de Walia jusqu'à. Vous allez trouver un passant arrive sur une moto, on dit 500 francs. Donnez ici 2000. Est-ce que c'est ça la sensibilisation? Personne n'est passé parmi la population pour dire le Covid c'est quoi? Quelles sont les mesures barrières? Rien. Et vous attendez d'ici peu de temps pour faire pousser vos étages, pour dire vous avez géré avec le comité le fonds réservé au Covid. Non. Moi j'ai pensé quand le problème avait commencé, on allait confier le travail, une partie à la représentation nationale, qui est toute proche de la population de faire le travail. On a ramassé les stagiaires de la santé pour faire le travail. Mais comptez-vous, combien sont avec vous, Monsieur le ministre? Vous ne faites que remplacer. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand vous changez, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne équipe. La sensibilisation est nulle. Le fonds est mal géré. On ne voit rien sur le terrain. Mais d'ici peu de temps, on va donner le bilan pour dire des milliards là, se sont envolés quelque part dans les poches noires. Ce n'est pas normal. Depuis 3 fois j'arrive ici, c'est de beaux discours. Est-ce que les grands diseurs sont les grands faiseurs, Monsieur le ministre? Regardez-nous ici, il n'y a aucun bébé ici. Nous voyons, nous vivons tous les jours. Vous avez abandonné la population. Et nous attendons d'ici quelque temps pour aller en campagne. Qu'est-ce que nous allons dire à notre population? Qu'est-ce qu'on a fait auprès d'eux? Quelle est la part de la représentation nationale par rapport au Covid dans la sensibilisation? Monsieur le ministre, quand vous parlez de la prise en charge, j'ai envie de pleurer. Et si vous étiez un enfant, je ne sais pas quelle chicotte je vais utiliser sur vous. J'ai mon beau-frère qui est à l'hôpital régional de Doba depuis le 19. Les visites sont rares, la prise en charge est nulle. Les militaires qui assurent la sécurité, il me dit c'est lui qui donne une partie de son repas à ces gens-là. Où est l'enveloppe pour la prise en charge des malades? Pourquoi avez-vous donné l'ordre à tout le monde de s'impliquer? C'est dire que on va vous regarder manger dans le plat
mais on vous observera à la fin qu'est-ce que vous avez fait de ces fonds. Et j'appelle à la représentation nationale parce que hier dans la causerie, on me dit tout ça là, c'est vous qui cautionnez. Et vous dites que vous nous représentez. Vous êtes à la fin de vos mandats. Quels sont les fous encore qui vont vous faire confiance pour vous élire? Parce que vous ne dites rien. Peut-être que nous sommes ensemble de connivence avec vous pour manger ces fonds. Des milliards, nous on crie, il faut qu'on nous apporte des aides. Mais quels sont les... Qu'est-ce qu'il y a de palpable? Parce que ce qu'on fait doit être observable, palpable. Dites-moi jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui est palpable? Si nous ne mourrons pas, c'est parce que Dieu peut-être a donné aux Tchadiens des organismes peut-être très puissants. Mais ce n'est pas par rapport à tout ce que vous faites. Il n'y en a rien, on donne de la Nivaki, nous on donne ça en province, là, ça ne va pas. J'ai appelé pendant que vous êtes en train de faire votre discours depuis le 19. Qu'est-ce que vous avez reçu? Il dit nu. Et il est toujours gardé à l'hôpital de province d'Oba. Et nous réunissons aussi à N'Djamena pour dire ceci est fait, tel cas guéri. Quand vous dites qu'il y a 29 cas testés ou bien 100, je n'ai jamais entendu 300, 400. Quand vous pensez qu'un échantillon de 20, 7 sont guéris, 2 nouveaux cas, est-ce que vous évaluez quoi? Quand on veut faire un échantillon, on prend un grand nombre, on teste pour voir combien sont positifs, combien sont négatifs, combien sont morts. Mais quand on prend un échantillon, on travaille dessus pendant quelques heures, on dit on a testé aujourd'hui tel nombre, on a trouvé que seulement 19 cas de décès nuls. Est-ce que c'est vraiment une évaluation? Donc, monsieur le ministre, il faut changer votre manière de faire avec votre équipe qui n'attend qu'à réaliser des choses personnelles là. Quand vous faites quelque chose, il faut prendre Dieu en témoin. Parce que quand on fait bien quelque chose, c'est Dieu qui vous remercie. Mais nous sommes en train de vous voir. Ceux qui sont morts, ceux qui vont rester vous dira et vous prendrez toute votre croix. Chacun va prendre sa croix. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la pandémie? Monsieur le président de l'Assemblée, je vous remercie. Je n'allais pas intervenir, mais quand vous avez commencé par faire le bilan, ça m'a fait dresser les cheveux. Vous n'avez rien fait, il faut reconnaître. Merci. Le député Ali Koudoutou Tchaïmi. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Le résultat est clair, visible. La première question posée par le député Issa Mardo, à moitié posée par le premier vice-président de l'Assemblée, la moitié je vais poser. Il dit il y a 5 sous-comités qui sont mis en place par le gouvernement dans le cadre de Covid. Un sous-comité important qui n'a pas été mis en place, selon lui, la surveillance et la prise en charge des malades. Il souhaite que ce comité soit mis en place et il demande au ministre de transmettre ces messages à la haute hiérarchie, si possible de mettre en place ces sous-comités. Deuxièmement, la question posée par Issa Mardo continue. Vous venez de le dire, Monsieur le ministre, parmi les gens qui sont contaminés au Guéra, il y a 3 sont du corps médical. Mais le député Issa Mardo dit non, c'est plutôt les 13 sont du corps médical. Il dit ici 3 médecins, 5 infirmiers et 5 biologistes. Biologistes, je crois que c'est laboratin. Donc,
Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez mis suffisamment de matériel de protection? Il en doute. Donc, vous pouvez nous expliquer. Très rapidement, la question posée par Keda Bala, que je partage entièrement. Monsieur le ministre, les gestes barrières, les mesures qui sont mises en place ne sont pas respectées. Où il y a une indiscipline, où il y a une connivence entre les agents de force de l'ordre et la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député Alikolo Touchaimi. Monsieur le ministre de la Santé publique, beaucoup de questions vous ont été posées. C'est vrai, la représentation nationale attend beaucoup du gouvernement. Même comme certains députés l'ont dit, il y a eu quand même du mieux par rapport à la cellule de veille. Il faut le reconnaître, entre les fonds distribués dans les provinces, entre les équipements envoyés, les tentes gonflables, et puis autre chose. Il y a pas mal de choses qui ont été faites quand même depuis la mise en place du comité de gestion de crise sanitaire. Néanmoins, beaucoup l'ont relevé que malgré ces mesures, ces actions importantes du gouvernement, il y a une grande inquiétude du fait que les provinces commencent à connaître une sorte de contamination communautaire. Et ça pose un véritable problème. C'est à vous maintenant de nous trouver des solutions. Et c'est à vous également de nous donner les orientations nécessaires pour que la sensibilisation, qui ne semble pas passer le niveau des villes, des grandes villes, puisse vraiment faire sa pénétration dans le monde rural. Parce que le monde rural a besoin d'être bien sensibilisé pour qu'elle aussi, elle puisse prendre des mesures barrières qui s'imposent. Donc, ces préoccupations sont légitimes parce que si la population du monde rural n'est pas bien informée, je peux vous dire que la pandémie va faire énormément de ravages là-bas. Et donc, on a besoin de vos orientations pour voir un peu qu'est-ce que nous devons faire pour que ce monde rural, qui est pourtant à l'abri de la situation, ne puisse pas être contaminé. Je vous invite donc à essayer de répondre aux questions posées par mesdames et messieurs les députés et puis voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que cette situation s'améliore. Merci. Je voudrais commencer par l'honorable député qui s'inquiétait. Les mesures barrières disent que la maladie est transmise par des gouttelettes. Et ces gouttelettes peuvent avoir une distanciation de 1,20 m. Donc, personnellement, nous ne contaminons personne si vous avez le masque. Je n'ai pas le masque. À 1,50 m, 1,20 m, la gouttelette tombe par terre par le fait de l'attraction terrestre. Donc sur ces points, scientifiquement, il est bien demandé de rester l'un par rapport à l'autre à 1,50 m. La contamination n'est pas un fait, mais si vous avez votre masque, vous ne pouvez pas être contaminé. Donc pour que ma voix porte, personne n'est à côté de moi à moins d'1,20 m, 1,50 m. Donc j'ai vraiment bien respecté la distanciation et les signes barrières. Je vous remercie. En ce qui concerne les premières questions, personnellement, je n'ai vu aucun obstacle depuis les 10 mois que je suis au ministère de la Santé.
Là où il faut partager l'argent, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas vu de magouilleurs autour de moi. Tous les obstacles que j'ai vus depuis que je suis venu, c'est des obstacles techniques. Et les obstacles techniques, il faut les soulever. Il faut tirer les manches et les affronter. Mais je n'ai pas vu de gens véreux. J'ai pas vu. J'ai pas eu la chance de regarder des gens véreux tout autour de moi. S'il y en a, franchement, je vous invite de me le dire. J'ai renouvelé une bonne partie de mon équipe depuis déjà quelques mois. Depuis que le Covid est arrivé, nous n'avons pas eu de l'argent à partager pour être chicotés. Nous avons fait des plans de contingence. Et les plans de contingence, les gens l'ont, les partenaires, les bailleurs ont annoncé jusqu'à 31 milliards. Annoncé. 31 milliards. Sur les plans de contingence qui doivent prendre en compte la Covid-19. 31 milliards. Mais, vu notre rigueur, le travail, c'est toute une équipe qui est en train de travailler. Autour de nous, il y a des Canadiens. Autour de nous, il y a des Français, des Belges. Autour de nous, il y a des Africains. Autour de nous, il y a un grand nombre de gens où on se retrouve une fois par semaine. Nous avons demandé à tous nos partenaires, voilà la situation que nous vivons. La Banque mondiale dit, moi je peux vous donner 10 millions, 10 milliards, et voici les hommes, avec les sociétés que nous devrons travailler avec, parce qu'elles sont les moins disantes, et nous travaillons avec eux. Nous avons utilisé les affaires étrangères pour que certains projets peuvent aller le plus rapidement possible. Sinon, les Américains, quand ils sont attaqués par le Covid, ils sont partis pour même doubler les prix ou tripler les prix pour arracher certains contrats qui ont été traités directement même avec les Européens. Qu'est-ce que nous pouvons faire autrement? On a dit à la Banque mondiale, voici ce que nous voulons. Nous avons dit à la BID, voici ce que nous voulons. À la BID, nous avons dit clairement, nous avons besoin de 3 laboratoires mobiles. 3 laboratoires mobiles. On est arrivé à 4 laboratoires mobiles. Ils nous ont dit, ok, on peut acheter, mais à condition que vous nous accompagnez par les affaires étrangères. Je profite pour dire merci à notre frère, le ministre des Affaires étrangères, qui n'a jamais manqué pour demander à tel ou tel pays d'apporter son caution. Ça a été fait comme ça. Et c'est comme ça qu'au lieu d'aller à 6 mois, imaginez toute l'humanité veut la même chose. Le laboratoire mobile, parce que le test rapide, ça c'est pas un test, hein. Il peut seulement prendre à 40, 50, 60% et vous l'abandonnez, vous allez être malade et vous allez contaminer les autres. Il n'y a que les scanners, il n'y a que le laboratoire mobile qui peuvent nous aider en ces moments où on est. Et je dis merci Dieu et merci à notre armée qui a pu gagner ce laboratoire mobile par l'aide de l'Allemagne à la G5 Sahel. C'était à cause de ça que nous l'avons. N'eût été ça, nous allons partir envoyer notre échantillon soit en Afrique du Sud, à Dakar ou en France. Imaginez le Cameroun juste à côté à 5 instituts Pasteur. Mais pourquoi nous n'avons pas fait 5, 4, 3? On n'en a rien. Moi je suis un enseignant. Aujourd'hui je suis un ministre de la Santé. Nous avons eu le soutien maintenant de plus haute autorité pour régler ces problèmes le plus rapidement possible. Et le chef de l'État nous a dit clairement avec le ministre des Finances, dès que vous trouvez un qui signe la convention, l'avion peut aller se déplacer. L'exemple le plus récent, c'est notre avion est parti chercher le Covid organique. Il y a une volonté. Il y a une volonté depuis que le chef de l'État a écouté parler du Covid avant même d'aller au lac. Il a fait la déclaration, il a dit, nous partons en combat contre ce virus invisible. Et depuis le premier jour, il était le tout premier en Afrique à dire que nous fermons notre aéroport. Ça, c'est une volonté. Et nous ne savons même pas des jours, des samedis, des dimanches. Nous sommes entourés avec les cadres de la santé. Sincèrement dit, quand on dit on nous chicote parce qu'on a volé, on a triché, non, non, de grâce. On a travaillé comme des robots. On a travaillé comme des robots. On ne sait même pas
quand est samedi et quand est dimanche. On reste jusqu'à 3 heures du matin. Quand le premier cas est arrivé, la première des choses que le partenaire nous ont dit, il faut chercher par manque de tests 1000, 2000, il faut maintenant chercher les contacts et les contacts des contacts, et les contacts des contacts doivent être confinés pendant 14 jours. Et si dans les 14 jours, ils ne développent pas la maladie, le 15e jour, on les libère. Et ceux qui commencent à avoir les premiers éléments, il faut les tester. Nous avons confiné par milliers. Par manque de laboratoire, on a confiné par milliers. En N'Djamena ici, on a pris l'hôpital orthopédique, comment on les appelle, pour les yeux là, excusez-moi, ophtalmologique. On les a confinés là-bas. Tout le long du fleuve, on a mis par milliers quand les étudiants rentraient. On a mis par milliers. Dans les 14 premiers jours, s'il y a quelqu'un qui a le moindre élément, on les prend, les moindres signes, on les prend. Maintenant, nous avons formé des gens, chers honorables. Nous avons formé par milliers, pile milliers à travers tous les pays. À travers le pays. Toutes les provinces, nous avons formé des gens qui peuvent faire le suivi. Et c'est ça qui nous a sauvés. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a un élément positif, au début, quand on a commencé, on prend tous les parents, tous les contacts des contacts. Et comme on n'a pas beaucoup de moyens, notre laboratoire a la capacité de 96 et on fait les échantillons. Et on a appris aux médecins la prise en charge. Nous avons fait un appel à nos partenaires. L'OMS nous a fait venir des gens. Jusqu'au Canada, il y avait des volontaires qui sont venus pour nous accompagner. Un temps plus tard, on a dit, on avait des personnalités ici qui peuvent nous accompagner. Et c'est comme ça que nous avons mis les conseils scientifiques. Et c'est comme ça que nous avons mis les personnes ressources. Les personnes ressources sont au nombre de 13. Le président des personnes ressources, le docteur Alarangar, qui a fait face à Ebola en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Il est devenu le président et le professeur Choua n'est pas un hasard, les deux ne sont pas du tout un hasard. Le professeur Choua, c'est un chirurgien d'un très haut niveau et professeur de son état, enseignant. Et quand on lui avait demandé de mettre une équipe, c'est pas le ministère qui s'est mêlé. Il est parti lui-même, il a choisi des gens par rapport à leur spécialité. 1 ou 2 personnes par spécialité. On n'a pas oublié même les juristes. On n'a pas oublié même les psychologues. On n'a pas personne, je lui ai dit entre 30 et 35 personnes, il les a fait venir. Le professeur Alarangar, le docteur Alarangar a dit, nous les 13, on peut faire ce travail. C'était ça le comité de veille. Après maintenant, le comité de veille, le comité ici, on a demandé maintenant de faire une coordination nationale. Nous avons choisi le professeur Choua. Et on lui a laissé la main de choisir toutes les personnes compétentes. Nous n'avons pas choisi des gens pour nous caresser ou nous arranger les angles. Nous avons demandé, voici, nous avons un ennemi commun, un ennemi invisible. Et nous voulons coûte que coûte le vaincre. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui que nous sommes venus à cette situation. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas un hasard. Il y a des gens qui n'ont pas dormi, il y a des gens qui ont attrapé la maladie. Il y a des gens sur les médecins, les cadres de la santé. 61 personnes à HRM, 28 à l'hôpital de Renaissance et 4 à l'hôpital de Farsha. Tous ont pris le virus. Imaginez l'hôpital de Farsha, il y a 6 mois, personne ne parlait que cet hôpital peut prendre les gens. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui qu'il est devenu fonctionnel. Il y a une volonté politique quelque part, il y a un dévouement du ministère de la Santé en disant qu'on va mettre cet hôpital de 9 hectares qui n'est pas fini, on va le mettre en état de fonctionnement pour qu'il puisse prendre les malades Covid. Ce n'est pas un hasard, c'est un travail. Je vous jure que c'est un travail. Vous pouvez le vérifier. Au moment où nous avons commencé, il n'y a pas de respirateur. Le respirateur, on n'en a pas. On avait seulement une prise en charge à l'hôpital de Renaissance. Les autres étaient dans les magasins. On est parti les chercher. On les a renouvelés parce que la société française d'équipement
n'a pas ces techniciens ici, c'est les enfants que nous avons formés. C'est ceux-là qui sont revenus, qu'on les a fait appel et qui ont commencé par mettre les respirateurs. On a cherché maintenant le jeune qui doit maintenant faire fonctionner. On n'en a pas. Ah, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On n'a pas formé. Je vous dis clairement, on n'a pas formé. Les 600 que nous avons recrutés, c'est des médecins généralistes. À l'espace de 5 mois, avant les événements, nous avons fait partir 500 jeunes médecins ou infirmiers pour qu'ils soient formés. Ils soient formés dans des spécialités différentes. On n'a pas de bourse, mais on leur a dit, nous allons transformer votre salaire en bourse. Et ils ont accepté, ils sont partis. Et c'est comme ça que nous pouvons dire aujourd'hui qu'en formant les gens, qu'on peut dire maintenant qu'on peut régler ces problèmes. Maintenant, les problèmes des labos. Si nous avons formé plein de gens, on aura des experts qui peuvent transformer les laboratoires maintenant, Roche, Abbott, on peut les transformer et qui peuvent faire régler les problèmes de Covid. On n'en a pas formé. Battons-nous pour former ensemble, pas le ministre seul, pas le ministre de la Santé. Ensemble avec vous, nous allons former. Il est temps de le dire. Et si nous allons former, nous attendons 5 experts qui doivent venir de CDC Africa pour nous faire ce travail. Rang A. Mais au moment où ils sont partis le chercher à la CDC, ils l'ont empêché. Ils doivent prendre des techniciens, des experts au niveau de la CDC pour toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Au moment où on a dit l'avion camerounais pour atterrir là-bas, on a empêché de lui donner l'autorisation d'atterrir. Maintenant, on a fait, même avant-hier, une discussion avec la CDC Africa pour nous trouver encore d'autres en Éthiopie ou au Soudan pour qu'ils viennent nous aider. Mais nous n'avons pas croisé les bras. Vous savez très bien, dans le nouvelle organisation gérée par le chef de l'État, toutes les commandes et les finances sont rattachées au ministère des Finances et qui fait bien le travail. En rien de temps, nous avons déjà commandé un scanner d'un très haut niveau. Le scanner que nous l'avons commandé, ils disent qu'on peut l'avoir seulement que dans 1 mois et demi, 45 jours. Mais nous avons négocié avec l'art du ministère de la Santé, du ministère des Finances, on a négocié pour qu'en attendant que nous aurons ce que nous avons acheté, ils vont nous faire venir un autre utilisé, mais avec 16 rames, je ne suis pas du domaine, mais nous avons accepté qu'ils vont nous l'apporter en attendant que l'autre, au moment maintenant que nous allons installer le nouveau, on va payer le prix de retour et d'aller. On a accepté. Nous avons commandé 2 usines de production de l'oxygène. Pourquoi? Parce que nous allons maintenant mettre tous les respirateurs en fonctionnement au niveau de l'hôpital de Farsha. Les médecins sans frontières sont déjà au Tchad. Ils sont déjà à l'hôpital. Ils attendent une grosse machine, une grosse usine de production. Donc dans ces cas, le 2, on a dit on va amener un à l'est, un au sud. Mais il faut déjà se préparer. Nous avons déjà on n'a pas attendu que nous envoient les Turcs des respirateurs, on a déjà une 50aine. Ce n'est pas par miracle. Les quarantaines sont le nôtre, les Chinois ont donné 9, le Grand Caire a donné 2, 11, on en a 9. Et nous nous sommes dit, nous pouvons les utiliser, nous pouvons les... Je suis venu ici à votre demande. Et je suis venu ici pour vous donner tous les détails que vous ne pouvez pas avoir. Je suis obligé de vous les donner et vous dire, voici, ça c'est notre situation actuelle. Vous avez fait sûrement le tour de ces pays. Moi, je suis parti tout récemment au Canem. J'ai vu des bâtiments qu'on a mis de l'argent qui coûte les yeux de la tête, inachevés, pendant 4 mois, 5 mois. Où étions-nous? J'ai fait un voyage à travers le pays. J'ai vu des hôpitaux qui sont finalisés de nos régions, que vous êtes les représentants. Ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas du tout équipés. Qu'allons-nous faire? Attendre? Non. Il suffit juste maintenant qu'on pose les problèmes comme on les pose aujourd'hui dans cette salle-là. Nous voulons maintenant, après Covid, s'il y a un autre Covid, c'est que nous sommes
en force de lui faire face, en force de régler tous les problèmes qui peuvent arriver. Aujourd'hui, n'eût été l'Institut d'Abéché et de Bongo, nous aurons ça, et ça aussi, il a fallu la volonté du chef de l'État en créant ces deux instituts. Nous avons formé des milliers, pour vous donner seulement une seule parenthèse, 500 jeunes enseignants qu'on les a formés jusqu'en thèse à partir d'ici de N'Djamena, parce que le chef de l'État a vu, il est clairvoyant, il a vu, il a dit je peux vous donner 4 milliards pour former ces jeunes-là. Les professeurs Choua, les professeurs Foussou, tous ces jeunes-là, on les a formés par cet argent-là. Parce que n'eût été la formation des hommes, il n'y aura pas un développement. Le développement, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, nous avons 14 milliards, nous avons 30 milliards. Nous sommes incapables d'acheter un laboratoire Covid. Ce n'est pas l'argent, c'est pas l'argent qu'il faut. Ce n'est pas l'argent. Hier, on a visité une équipe de jeunes tchadiens. Il y a quelqu'un qui nous a montré un box, il va venir faire la présentation. Dans cette box, il a vu maintenant de chlore en pression, et quand on passe par cette box en sortant de l'autre côté, on est déjà complètement désinfecté. Nous avons vu une autre équipe aussi de jeunes que nous avons formés ici au Tchad. Ils sont capables maintenant de faire des respirateurs en utilisant l'imprimante 3D. Moi, je pense que quand on est ici, posez-moi des questions, aidez-nous à aller en avant. Mais il y a des choses qu'on pouvait vraiment s'en passer. Vous pouvez nous venir nous voir, nous faire une lettre pour nous dire voici, ça c'est la situation. Si vous voulez aller rapidement, allons-y dans ce sens. J'avoue et je félicite et je remercie mon frère Saleh Kabzabo qui est parti. Il m'a dit toutes les vérités en face. Et il m'a dit voici, si vous voulez réussir, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. J'avoue et je trouvais vraiment, je le félicite franchement. Il y a des choses que nous n'avons pas vues. Mais le fait, il m'a dit, comment on les appelle, les pharmacopées. Voici telle personne, tels ils sont ici. Si vous les organisez, vous votez, on peut trouver le truc de ce qui a été trouvé au niveau de Madagascar. Bien que nous avons une équipe, il m'a dit, des gens comme ça sont expérimentés. Ils sont expérimentés, ils sont un peu différents des gens qui ont seulement que les diplômes. Moi, je pense que nous pouvons réussir. J'avoue, monsieur l'honorable député Mama Saleh, je ne connais pas des gens, des magouilleurs tout autour de moi. Je ne connais pas, je jure au nom de Dieu. Je ne connais pas. Nous sommes en train de travailler, on n'a pas vu de l'argent. On n'a pas touché à l'argent. On n'a pas du tout touché à l'argent. Mais nous sommes soucieux. Même avant-hier, il y a 3 jours, mon directeur général du ministère est tombé malade. Mais qui veut maintenant toucher de l'argent et nous ne sommes pas garantis, nous ne sommes pas vaccinés de ne pas mourir aujourd'hui ou demain à cause de ce virus. Vous doutez de suite, vous avez dit, ici dans cette salle, mon frère et mon ami, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, est parti comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire de l'argent? Je voudrais dire pour l'école, vous avez bien posé la question de l'école. L'école, le chef de l'État, pas hier, l'autre semaine, a demandé aux 2 ministres d'aller trouver les cadres de la santé et ensemble réfléchir comment on va régler les problèmes de l'école. Il a bien clarifié, toucher les syndicats, associer les syndicats, associer les personnes ressources, associer tout le monde et associer même les conseils scientifiques qui est seulement pour la santé, associez-le et venez nous trouver avec des solutions. Ça a été dit. Ils sont venus nous trouver. Nous avons donné tout ce qu'il faut. On a dit c'est faisable, à condition qu'on respecte la distanciation et qu'on garde le masque. Si ces conditions-là sont réunies, pourquoi ne pas permettre aux étudiants qui vont faire les baccalauréats, le BPC, les concours d'entrée en 16e, si les conditions sont réunies? Les discussions ont été parties très loin. On a dit on a un amphithéâtre comme celui de la faculté de médecine, un amphithéâtre comme celui de l'autre là, de l'hôtel Blue. Oui, l'hôtel Radisson Blue. Nous avons toutes les capacités que nous pouvons les faire et nous pouvons aller au-delà de ça et même dans les régions. Et si on respecte ça, les étudiants de terminale peuvent commencer l'année à partir du 25. Et pourquoi ne pas développer avec
le jeune créateur, l'histoire de boxe. Si toutes les conditions sont réunies, le président de notre commission, le chef de l'État, ne voit aucun inconvénient. Murez bien cette question. Vous avez encore du temps. On est aujourd'hui, tel jour, jusqu'au 25, si les conditions sont réunies, sur notre courbe, comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est pas par hasard. Hein. Il y a une trentaine de personnes qui réfléchissent à ce que je viens de vous dire hier, tout de suite là. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est des experts de tout le domaine qui se retrouvent chaque jour de 15h à 17h pour faire un travail et à 23h59, ils les mettent sur la toile. Ils le font. Ils les préparent bien, que j'ai promis vous rapporter chaque jour que Dieu fait un exemplaire le matin. Ce n'est pas le ministre qui l'a proposé. Et dans tout ça, on nous dit, et le chef de l'État l'a dit au marché, il a demandé de transmettre aux gens au marché. Si vous ne respectez pas ce que le ministère de la Santé ou le gouvernement vous dit, je ferme le marché. Hier, il nous a instruits, tous les ministres autour de lui. Je veux vraiment que des recommandations que nous avons dites doivent être respectées. Respectées. Et là, ça a été dit. En ce qui concerne les étudiants du Cameroun, hier, on a réglé ces problèmes. Le chef a été clair. D'abord, le ministre de l'enseignement supérieur a fait un bon travail, il l'a présenté. Le chef de l'État a tranché rapidement. Ceux qui sont au Logone oriental, le gouverneur là-bas leur a donné les conditions pour partir. Le ministre a fait une enveloppe de 68 millions, si ma mémoire est bonne. Le chef de l'État a instruit automatiquement le ministre des Finances et il a dit que tous les étudiants tchadiens là, il a demandé au ministre des Affaires étrangères s'il a pu rencontrer les autorités camerounaises. Il a dit, les autorités camerounaises ont été contactées, nous avons réglé les problèmes, nos étudiants peuvent partir. Les 68 millions ont été instruits et ces problèmes doivent être réglés. Aujourd'hui, les 68 millions seront débloqués et les 5000 étudiants au niveau de N'Djamena partiront. Ce problème-là a eu la discussion et ici, pour ces questions, le chef de l'État ne perd même pas du temps. Séance tenante, il a réglé ces problèmes. Ce problème a été réglé exactement comme les problèmes des commandes que je viens de vous dire. Plus de 4 milliards 800 quelques ont été faits en temps record. Et c'est ça qui nous manquait un temps donné. Mais maintenant, quand vous avez déjà quelque chose, ça ne demande même pas maintenant de faire et le marché est signé. Tout de suite, vous avez vu, il y a un monsieur qui est venu ici. Ça, c'est le marché maintenant que j'ai signé, j'ai donné à ma soeur, madame, le ministre de SGG. Elle l'a signé et automatiquement, même ici, on nous cherche pour signer. Terminer la bureaucratie. Le chef de l'État a dit, ces comités que nous mettons sur place n'ont pas besoin de bureaucratie. Aucune bureaucratie. Donc, pour nos étudiants, il y a 5000 au niveau de N'Djamena, les problèmes ne se posent pas, c'est réglé et cette question n'a pas de problème. Oui, le protocole de soins, vous savez, le protocole de soins, ce n'est pas un hasard. C'est pratiquement pas un hasard. Nous avons mis des sommités à réfléchir sur tous les protocoles. Et c'est comme ça que nous, on a eu notre protocole. Et dans ces protocoles, l'OMS ne veut pas de la chloroquine. Nous aussi, on ne veut pas de la chloroquine. On n'utilise pas seulement la chloroquine en tant comment on appelle ça, que médicament. Mais associée à un autre médicament, elle apporte sa valeur ajoutée. Donc, c'est une question technique, il faut la répondre aussi d'une façon technique. Ok. Donc, en ce qui concerne la chloroquine, beaucoup de pays, surtout, n'ont pas voulu. Nous savons très bien que ces chercheurs ont trouvé de la chloroquine quelque chose qui peut soigner. Mais ils l'associent à d'autres médicaments, à d'autres molécules. Le Maroc a adopté. L'Algérie a adopté. Nous aussi, on a adopté. On a utilisé. C'est un hasard si aujourd'hui nous avons 590 personnes qui ont trouvé la santé. Ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas du tout un hasard. Au dernier moment, une grosse machine gérée quelque part qui nous dit que la chlorliquide, là, il faut mettre en stand-by. Les Sénégalais vont accepter, les Marocains vont accepter. Nous, quand j'ai dit ça au comité scientifique, ils ont dit, dès le début, OMS nous a dit, je n'ai pas un médicament miracle. On n'en a pas un médicament miracle. Que chaque entité cherche et trouve quelque chose qui peut l'aider. Et c'est comme ça que nous, le comité scientifique et le comité des sages, ont accepté et ils ont arrondi leurs angles et ils disent maintenant avec ça, on va essayer. Aujourd'hui, on a trouvé 590. J'ai dit à tout un chacun ici dans cette salle, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des hommes de prise en charge qui sont restés. Chaque jour que Dieu fait, ils voient le patient 3 fois. Le matin, midi, soir. Ils voient sa température, sa tension. Ils voient tout ça là, et tout ça là est mis quelque part. Et après 8 jours, ce n'est pas par enchantement qu'il n'a pas le virus. C'est parce qu'il y a un travail quelque part. On nous dit maintenant, on m'a dit, il faut stopper. On a dit non. Vous nous avez dit qu'il n'y a rien. On a fait. Le comité scientifique, on leur a dit, voici un article qui a passé. Qu'est-ce que vous dites? Il a dit non. Pour le moment, tant qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, ils n'ont pas. Le comité scientifique, je veux vous informer ici dans cette salle, il n'a pas adopté le Covid-19 organique. Il a dit, ok, vous pouvez utiliser, mais nous, il faut absolument qu'on détermine tout. Les cliniciens disent, comme c'est accepté et utilisé ailleurs, qu'on essaye de demander les patients s'il est d'accord, on essaye avec. Tous ceux qui ont utilisé le Covid organique ont été demandés. Ils disent que nous, on est allergique à la chloroquine. Donc c'est comme ça que ça a été utilisé. Et c'est comme ça que ça a commencé à donner des résultats. Il a donné des résultats aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous, autres, en tant que préventifs, on a le droit d'avoir un paquet. Moi-même, j'ai utilisé. Et de l'autre côté, quand on a demandé à l'OMS, l'OMS dit, la pharmacopée est acceptée par le CAMES, par l'OMS, en tant qu'une science, et qu'on peut même l'enseigner dans les universités, et on peut même encourager et renforcer des équipes qui travaillent dans les plantes pour trouver des médicaments. Ce n'est pas par hasard. Donc j'ai dit vraiment, dans ces domaines-là, ce n'est pas un hasard, mais c'est un travail des hommes qui se sont sacrifiés pour nous. En ce qui concerne maintenant l'accompagnement des personnes soignantes, tout le monde est d'accord. Mais en ce qui concerne la sensibilisation, il permet de comprendre. La sensibilisation, franchement, depuis la nouvelle organisation, ce n'est pas rattaché au ministère de la Santé. Nous sommes très occupés avec la prise en charge, avec comment on appelle ça, les provinces. Chaque fois, il y a un cas ici. Nous n'avons pas des hommes capables de faire la sensibilisation. Et c'est comme ça que ça a été rattaché au ministère de la Communication et au ministère de l'Intérieur. Donc, ça ne fait pas partie depuis toujours. Ça n'a pas fait partie de notre équipe. Et là, je demanderai vraiment votre indulgence de ne pas rentrer en profondeur par rapport à cette question. En ce qui concerne maintenant l'école. L'école, on a dit qu'ils ont fait déjà les 75%. C'est la question du député Gaou. Ils ont fait les 75%. Vous savez, le système le plus compliqué et le plus difficile et le plus lourd qui peut exister, c'est notre système d'enseignement à l'école primaire et secondaire. Nous faisons combien d'années? 13 ans. 13 ans. 13 ans pour qu'un élève parte à l'école à l'âge de 6 ans et il doit faire 13 ans. À 19 ans d'abord, il finit, il lui faut un baccalauréat. Juste à côté au Soudan, ici, ils font 10 ans. Seulement 10 ans. Et quand on part dans les universités, on se met sur les mêmes tables avec eux. Ils ont fait 10 ans, nous on a fait 13 ans. Et parfois, ils sont mieux que nous. Pas toujours. Donc notre système est lourd. Moi, quand j'étais à Béché, j'ai fait 15 ans. Certains finissent les programmes, d'autres ne finissent pas les programmes.
Ils font le concours, ils rentrent. Il y a un premier avec 15 de moyenne, il y a un dernier repêché avec 9 de moyenne. Mes propres expériences, je voudrais les partager avec vous. Les 3 premiers mois que nous recevons les étudiants, j'ai dit, écoutez, quand on est parti en Union soviétique, et ils font 10 ans, nous on fait 13 ans. Mais quand on vient, on nous donne 10 mois pour nous remettre à niveau. 10 mois. Pour apprendre la langue et apprendre maintenant les termes scientifiques des mathématiques, des physiques, de chimie, de biologie. Imaginez, dans leurs 10 ans, ils font les dessins industriels. Nous, on ne fait pas les dessins industriels. Et pour faire le dessin industriel, c'est pour être un ingénieur. Quand on a les cours de dessin, on pleure parce qu'on ne comprend rien. On n'a jamais vu ça. Ils font la chimie avancée. Nous, on commence avec la chimie avec une forte dose en physique. On est bien par rapport en mathématiques, par rapport à eux, parce que nous faisons jusqu'au 2e année de mathématiques. Et 10 ans seulement ils font. Et nous 13 ans. Donc je reviens à l'Institut d'Abèche et j'ai dit aux enseignants, prenez les 3 premiers mois de mettre tous les gens dans le même pied d'égalité. En mathématiques, en physique, en biologie, en tout ça. Et Dieu merci, nous on travaille à l'Institut d'Abèche de 8h à 20h. On a de l'électricité. Et quand on le met à niveau, le type qui a 9 de moyenne, il dépasse le type qui a 16, 15. Parce qu'on les a mis, parce qu'on leur a donné les programmes, parce que c'est ça. Et c'est ça le développement, qu'on revient au lieu de faire 13 ans. Et les bacs, ils ne font pas les bacs. Les Canadiens ne font pas les bacs. Les riches ne font pas les bacs. Donc ça c'est des détails qu'il faut vraiment voir. Mais je crois que ce qui a été décidé par les ministres, les 2 ministres de l'Éducation et le ministre de la Santé sur instruction du chef de l'État a été bien mené. Ils sont venus nous trouver, nous avons discuté. Nous leur avons dit au point de vue santé, si ces conditions sont réunies, pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes-là de perdre une année encore sur les 13 ans. Ils perdent une année, ça devient 14 ans. À 20 ans d'abord, il va rentrer à l'école, à l'université. Et encore, il rentre avec des casseroles sur le dos. Des casseroles parce qu'il n'a pas fini le programme ici, et ailleurs on ne lui dit pas, on vous peut le député Moussa Kadam a dit, écoutez, si on revient maintenant en novembre, les gens peuvent commencer. Et c'est en novembre qu'on va commencer à faire le bac. Moi je pense que si la distanciation est respectée, les masques est respecté, hier le ministre du Plan sur instruction du chef de l'État lui a dit, avec les partenaires, tu trouves les masques à tout le monde. Et les étudiants viennent avec leurs masques. Si ces conditions sont réunies, pourquoi on les laisse à la maison? Et à la maison, moi j'ai vu les étudiants, j'ai vu certains élèves, juste en passant le pont de Boulevard, jeter un coup d'œil juste par derrière, juste. Et vous allez voir, les gens sont enlacés, ils sont par centaines en train de se jeter dans l'eau. Pourquoi ne pas leur créer les conditions pour qu'ils aillent étudier? Or que nous avons tous vu, au moins que quelqu'un n'a pas passé par les ponts à double voie. Les enfants sont en train de gambader, de jouer. Des enfants de l'âge de 15 ans, de 20 ans. Parce qu'il fait chaud, ils se retrouvent là-bas. Sans respect de tous ces éléments-là. Donc, observation. Oui, pour le député Omar Ibn Daoud. Les tests, on veut bien. On veut bien. Dès le premier jour, nous avons dit. Nous avons l'argent, mais nous ne pouvons pas acheter. Nous avons trouvé 1000 tests. Je viens de signer. Madame vient de signer. Et là, il a fallu 2 semaines pour qu'on cherche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secret. Vous cliquez, vous rentrez dans le net et vous vous dites que je veux telle machine. Vous allez dire. Et puis maintenant, on vous donne les prix. On vous donne toutes les statistiques du passeport, de l'appareil. Mais on vous dit, vous ne pouvez pas avoir ça maintenant. 3 mois, 4 mois. Nous, on dit non. Et là, dans cette négociation, pas parce que vous avez de l'argent, que vous triplez le prix, que vous allez avoir. Non. Il y a la réglementation de ce genre de choses. Franchement, ça, c'est notre contrainte actuelle. Tous les pays ont besoin pratiquement de la même chose, et c'est comme ça que nous avons eu des problèmes. Mais néanmoins, j'ai dit à cette possibilité, nos jeunes techniciens sont en train de réfléchir. Aujourd'hui, ils doivent être au laboratoire de Farsha chez Adungoudja pour essayer de voir maintenant avec là-bas pourquoi ne pas modifier avec les technologies qu'ils ont, ils veulent maintenant. Mais je défie quiconque que les tests restent 2 semaines. Non, 4 jours, 5 jours. Mais les tests des provinces, automatiquement, le jour qu'ils viennent, on les analyse. Parce que nous ne voulons pas que la pandémie prenne place là-bas. Et quand nous testons les provinces,
automatiquement, on fait comme on a fait ici en N'Djamena. Avec les gouverneurs, on fait en sorte pour prendre tous les contacts. Et les contacts. Mais nous n'avons pas la capacité maintenant de les mettre, on les met en quarantaine. On les fait, confine, en quarantaine. Et dans les quarantaines, le virus réapparaît sur des signes. S'il ne réapparaît pas, les 14 jours, on laisse les milliers que nous avons eu à Coteré, que nous avons vus tout le long de la frontière. Nous avons eu par milliers. Aujourd'hui, dans nos mains, il ne reste même pas 500. L'hôpital ophtalmologique, nous avons eu par milliers. Et si nous pouvons faire les tests, on n'a pas. À l'heure où je vous parle, nous avons que 36 000 tests. 36 000 tests. Donc, nous aimerions bien, député Omar Ibn Daoud, nous vous avons vraiment voulu, mais les conditions ne nous permettent pas. Nous avons eu que 600 seulement les Covid organiques. Et la dernière fois, je vous ai dit, voici, nous avons donné 100 à l'hôpital de Farcha. On a partagé, on n'a gardé rien. Parce que si vous n'êtes pas malade et vous utilisez, ce n'est pas bon pour vous. Et il faut que vous serez suivi, parce qu'à lui seul, il ne soigne pas. Il faut aussi l'associer avec des antibiotiques. On a donné aux hôpitaux. Et certains, on a donné à certaines provinces en 7 ans qui ont demandé. Vous pouvez vérifier ça. À tout moment, c'est vérifiable. Nous avons donné et sur ces points, il n'y a aucun. Pour les préventifs, ça a été demandé. Les 2 cartons, on a donné au gouvernement, à madame, le SGG. Et les 2 cartons, quand on m'a remis, le même jour, j'ai remis ça à qui des droits. Donc sur ces points-là aussi, on est... Oui. Nous n'avons pas enroulé les élèves pour faire les enrouler dans les différents centres. Non, non, non. On n'a pas utilisé les élèves jusqu'à aujourd'hui. Ni même les jeunes étudiants de 7e année. C'est maintenant que nous voulons les utiliser. La CDC Africa nous a donné la possibilité de recruter 200 jeunes et le coordonnateur, le professeur Choua, a demandé de prendre les étudiants de 7e, 6e et 5e année pour faire de porte en porte. Parce que nous disons maintenant, il faut aller de porte en porte pour dénicher ceux qui ne veulent pas aller. Et ça aussi sur instruction du chef de l'État. Il a été dit, il y a des gens qui sont malades et qui ne veulent pas aller se soigner. Et dans ces cas, il faut utiliser les chefs de carré, utiliser les chefs de race, utiliser les étudiants, utiliser tout le monde et aller de case de maison en maison. Mais j'avoue, en ce qui concerne les provinces, les centres de contamination, les centres, ce n'est pas les provinces, mais c'est en N'Djamena. C'est en N'Djamena qu'il faut bien prendre. Et voir maintenant les cas qui sortent d'N'Djamena et qui partent dans les provinces, les délégués sont bien préparés. Beaucoup de médecins sont préparés. Dès qu'il y a un cas, tu ne peux pas cacher. Tu peux cacher 1 jour, tu peux cacher 5 jours, mais quand ça devient 14 jours, ça va. Mais quand ça devient 20 jours, tu es obligé de sortir pour aller chercher un médicament. Et quand tu pars chercher un médicament, on sent, ça c'est quelque chose qui est clair. Et là, automatiquement, les provinces peuvent tester, peuvent prélever et envoyer. Dès que vous êtes atteint, vous êtes positif, tout autour de vous, avec l'aide des autorités de la place, on prend les gens. Imaginez, on a soigné beaucoup de gens dans les provinces déjà. J'ai donné. Ce n'est pas le chiffre que vous avez l'habitude de voir chaque jour dans le sang. Ça, on les donne parce que c'est de nouveau positif. Mais après quelques jours, soit ils sont décédés, soit ils sont guéris. Et c'est comme ça que nous avons fait. Nous avons fait. Par exemple, le cas du Ouaddaï, il y a 6, maintenant il y a 1. Le cas du lac, il y a 5, il y a maintenant 0. Le cas de l'Ogon occidental, c'est 10, maintenant c'est 4. Et c'est comme ça, les gens sont formés. Et quand ils sont formés, on dit on continue à les former. On continue à les former. Et sur ces points-là, on dit qu'on peut gagner. Parce qu'il y a quelque part des gens qui sont convaincus qu'on peut vaincre le virus. Et la majorité de nos jeunes, comme je disais maintenant, il y a presque 100 personnes qui sont contaminées. Quand ils sont sortis de l'hôpital, ils n'ont pas dit « Ah, maintenant on a peur du virus ». Non, non, non. Ils sont revenus encore. Et ici, il y a 2 hypothèses. Il y a une étude chinoise qui dit « Celui qui est atteint, il devient immunisé, il ne peut pas être touché ». Mais les Sud-Coréens ont dit une hypothèse possible. Mais c'est une maladie, c'est un virus que nous ne connaissons pas encore très bien. Nous ne connaissons pas très bien.
C'est à peine décembre passé, 2019, qu'on a eu à voir de ces écoutes, ces virus-là. On continue à l'étudier, on continue à faire des articles et on continue à faire tant pour comprendre ces virus-là, comment ils évoluent. Ça prend combien de temps, nous ne savons pas. Mais on sait très bien, pour se séparer de ces virus-là, il faut respecter la distanciation. Même si vous êtes atteint, il ne faut pas dire que je suis déjà immunisé. Il faut respecter les signes barrières. Les mesures barrières, il faut les respecter. Et il faut se mettre toujours dans la tête que tant que cette pandémie est là, il faut faire très attention. Très attention. Oui, pour les barrières, il a été instruit au ministre de la Défense de mettre encore le paquet, hier même, de mettre encore le paquet et de faire en sorte que les villes même qui ne sont pas maintenant cernées doivent l'être. Parce que le chef de l'État sur cette question-là ne veut pas qu'on laisse des failles. Il nous a été vraiment bien dit. On ne veut pas de failles, il faut que chacun dans son domaine serre la ceinture pour qu'on arrive à régler. Je dis bravo, bravo à nos hommes de défense. Moi, chaque jour, je quitte ici le ministère avec mes collègues vers minuit, parfois 1h. Je vois les gendarmes, les militaires en convoi de 10, de 12, ils sillonnent, ils ne dorment pas. Des exactions, ça passe pas. Vous voyez, quand on a beaucoup de choses à dire, tous les mots vont venir dans la bouche. Donc, sur ces points-là, communiquons, sensibilisons, mais quand même, ils font un travail. S'ils n'ont pas fait ce travail, nous, on a travaillé avec eux pendant pratiquement 2 mois. On vient tout autour d'un quartier à minuit et ils restent jusqu'à 5 heures du matin pour taper la porte. Oh, monsieur, vous avez un problème, nous devrons vous prendre avec nous pour aller à l'hôpital de Farsha. Des choses qui ne se disent pas, mais des choses que nous avons vécues. Nous avons vécu. En ce qui concerne combien d'équipes mobiles, on vient de les augmenter encore. Dans tous les domaines, d'équipes dans les prises en charge, d'équipes dans tous les domaines, ça dépend pas, c'est pas rattaché au ministère au ministre de la communication, au ministère de la communication, mais c'est rattaché au ministère de la santé. Et ce sont des techniciens, ce sont des domaines de la santé. Et ils sont rattachés chez nous. Et c'est eux qui font l'investigation, c'est eux qui font la prise en charge. La prise en charge, c'est soigner et prendre tout le monde en charge. Et ils sont rattachés chez nous et ils sont nombreux aujourd'hui. On augmente, on les forme et on les laisse faire le travail. Ok, donc le député Cobran Lambert. Qu'on voit un peu en arrière. En arrière, c'est quoi? En arrière, c'était en Chine. Quand c'était en Chine, on nous a dit que ça ne vient pas chez nous. Parce que chez nous, il fait très chaud. En tant que ministre, c'est ce que j'avais écouté. Ça ne vient pas chez nous parce que c'est en Chine. Parce que c'est venu en Europe c'est froid, ça ressemble un peu à la Chine. Et puis, bouf, on dit c'est au Cameroun. Alors, on nous dit, Omes, faites très attention. On a commencé. Mais on n'a pas mis le repas devant. Non. Dès que c'est arrivé là et ça a commencé par tuer les gens, on a senti l'odeur de la mort. Je vous jure, on a senti l'odeur de la mort. L'inspecteur est ici dans cette salle. Notre première réunion, on a dit, en Italie, ça ramassait plein de cadres de la santé. Vous pensez que nous allons sortir indemnes? C'est lui qui l'a dit. Il est là dans cette salle. Préparons-nous à tomber malade, préparons-nous à mourir, préparons-nous à sauver notre population. Ces mots lui proviennent de lui. Ne dites pas que nous sommes invulnérables. Si c'est arrivé au Cameroun, ça va nous arriver. Il y aura des gens qui vont mourir. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, personne n'est mort parmi les cadres de la santé. Mort de Covid, on n'en a pas connu ici. Mais on doit se préparer. On doit se préparer maintenant de mettre notre hôpital en face de ça. On est parti quand on a venu visiter Farsha, c'était vraiment de la brousse. On ne doit pas mélanger.
Nous avons déjà commencé. Vous pensez que nous n'avons pas eu peur? On a eu peur. Sincèrement dit, on a eu peur. Une peur bleue. On a dit, ah, vite chercher les cadres de la santé qui sont spécialistes dans les domaines maintenant d'épidémiologie, de je ne sais pas tout ça. On est parti, on les a appelés par téléphone, on leur a dit, ah, préparez-vous. Ça va venir. On a demandé à l'OMS, ils nous ont envoyé 5 experts pour nous former. Ils sont venus le former pendant 2 semaines et le premier cas, pour aller chercher, on a mis 5 heures, le ministre des Affaires étrangères nous a informés. On a pris 5 heures du temps, chacun part, il rôde autour de la maison, il retourne. Il a fallu qu'on lève le ton pour qu'une équipe est partie chercher. Pour le prélever, nous avons fait 5 heures du temps pour le prélever. Mais après, on a fait une réunion, on a dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Et c'est le cas maintenant dans certaines provinces. On les a formés. Mais on a dit non, il faut dépêcher des équipes. Quand le cas du Wadaï a eu lieu, exactement comme ça, quand le cas du Wadi Fira, exactement. Mais maintenant, les autres cas, on a pris avec sportivité et il faut maintenant faire avec. Il faut faire avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le type de l'OMS qui était tout le temps avec nous quand il est tombé malade, en 48 heures, on l'a évacué. En 72 heures, on l'a mis directement dans le scanner parce qu'il a il a du diabète et ça. Et le 4e jour, directement, le scanner a dit 50% de ses poumons sont attaqués. Il a perdu la capacité de ces 50%. C'est pourquoi j'ai dit cette maladie-là, dès le début, nous l'avons pris au sérieux. C'est maintenant qu'on a dit, écoutez, on fait avec maintenant, on le soigne normalement, il faut maintenant respecter la distanciation, respecter les mesures, et ça passe. Oui, monsieur le honorable député Kebzabo, c'est vrai. Allez, excusez-moi de couper votre nom. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà mis 1,6 milliard pour acheter les respirateurs. Nous avons écrit grâce aux affaires étrangères que la France a accepté de nous vendre seulement 50 respirateurs, 50 détecteurs d'oxygène et tout ça, et il nous a fait un panoplie, pas à notre demande. À notre demande, c'était le premier client, le premier qui veut que nous voulons acheter avec lui. On a demandé 200, il dit non, 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 on peut vous donner 50 seulement. Voici, si vous êtes d'accord, voici, on vous donne prix fabricant. On a payé les 1600. On attend, ça va venir. On a mis 1,5 milliard pour les médicaments. Vous êtes au courant de ça. Mais ils nous ont dit, nous pouvons vous livrer seulement une partie en 10 jours, mais le reste vous allez attendre. Donc pour 8000 patients, 8500 ou 600, je ne me rappelle pas très bien, on peut vous livrer en 10 jours. On a dit, ah, c'est bien, c'est ça que nous voulons. Parce qu'en 7 ans, il nous restait seulement, quand vous m'avez posé cette question, et notre stock était seulement pour 2 semaines. Parce qu'on ne peut pas acheter les médicaments dans la rue. Il nous restait seulement pour 2 semaines. Quelqu'un dit, dans 10 jours, on a opté, mais on n'a pas arrêté ici, on est parti voir le père Géraldi. On a déjà signé la convention, les Italiens vont nous faire pour 3000 en attendant l'usine, qui va, d'abord l'usine est là, le complément pour faire, parce qu'il faut des réactifs spécialisés et spéciaux, je ne sais pas comment dire ça, et là, le père Géraldi a fait un travail impeccable. Il nous a accompagnés, un homme pratiquement de 75 ans. Il a dit les solétés. Le président de la République a acheté 4 solétés, c'est-à-dire des usines pour fabriquer l'eau. Imaginez, en 2020, on n'a pas une usine pour produire de l'eau glycosée. Comment on peut comprendre cette situation? Le chef de l'État nous dit, ça là, vous ne le produisez pas ici. On achète à 1000 francs. Or que il a fallu faire ça seulement, et la première année, on aura ça à moins de 250 000 francs. La deuxième année, 150 000 francs, et la troisième année, c'est moins de 100 000 francs. C'est juste de l'argent pour tenir en compte. Il a dit d'acheter 4. On est en train de travailler avec le ministre des Finances et le père Géraldi pour finaliser, parce que l'Italie est confinée et ils ne peuvent pas venir faire l'état des lieux ici. Donc on attend qu'ils sortent de confinement, ils viennent, ils se déplacent pour venir ici. Mais le travail a été fait. Pour la chloroquine, on peut faire 28 éléments et on peut le faire ici à moins de 75 millions. Moi je pense que le ministère de la Santé a eu toutes les conditions pour travailler et toutes les conditions pour se moderniser. Mais il faut avoir une vision. Parce que le chef de l'État n'est pas là pour voir qui se fait où. Mais c'est à nous de lui dire, voici, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça.
Nous voulons ça. En ce qui concerne le travail de sensibilisation, oui, je crois que notre collègue... Monsieur le ministre. Oui, j'ai fini déjà. Il me reste... Oui, je vous donne 5 minutes. Ok. Pour la sensibilisation, notre collègue, le ministre de la Communication, hier nous a fait un bon travail. Il nous a montré et le chef de l'État a accepté, il a autorisé pour lui donner les moyens pour continuer. Vous pouvez l'appeler pour avoir le reste. Les questions faites données par l'honorable député Ahmed Sharafadine. Le changement concrètement depuis la crise sanitaire, ça passe rapidement. Tout passe rapidement. Tout ce que nous voulons passe rapidement. Donc, clairement, sur la chloroquine, j'ai déjà répondu. L'OMS n'a jamais dit il faut faire ça, ça, mais il a dit écoutez, nous n'avons pas un médicament dédié à ça, que chaque pays, chaque communauté, chaque conseil scientifique, chaque épidémiologue peuvent inventer les leurs. Donc, il n'est pas. Et ça arrive, c'est comme ça. Il nous a dit clairement. Et là, maintenant, les choses ont donné des associations, donc chacun qui pense. À cette histoire de Dr Choukou, nous avons écrit au ministre de la Défense pour lui dire il y a quelque chose qui est arrivé comme ça, on les a informés. Le vivre, ça, franchement, c'est pas moi qui l'a géré. Et puis, oui, donc en ce qui concerne les assurances et tout ça, par madame posé par l'honorable député Kouloutou, les syndicats sont associés dans tout le travail que nous faisons. Le travail de deux ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ils ont associé les syndicats, ils ont associé les parents d'élèves. Et ensemble, ils ont accouché un document qu'ils ont présenté hier. Le député Issa Mordo. Sur le comité, je crois que le comité qu'il a demandé, ça fait partie du comité, un sous-comité du ministère de la Santé. Donc, il en doute des conditions médicales, mais je pense que les conseils scientifiques et tout ça, avec les conseils des sages, ils ont pris et ils ont fait cas par cas. Pour plus de 60 ans, ils ont adopté quelque chose de concret. Pour ceux qui sont aussi allergiques, ils ont utilisé telle ou telle chose. Les gestes barrières ne sont pas respectés. Quand on les respecte, que ce soit en Djamena ou dans les provinces, nous allons bien vivre avec le virus. Et le virus, quand il ne circule pas, quand il ne voyage pas, il meurt. Il meurt de sa propre mort. Aujourd'hui, j'ai vu à France 24, ils ont inventé des tissus. À travers ces tissus, le virus est tué à 95%. On les met sur les nappes, on les met partout. C'est balancé aujourd'hui et ça a été adopté. Le député demande jamais la maladie chronique de renforcement. Oui, la maladie chronique, quand j'ai pris la parole, je l'ai dit. J'ai dit non. Nous, on n'a pas seulement que Covid. On a la tuberculose. Il n'y a pas de gens qui... On a les médicaments de tuberculose. Nous avons fait une réunion il y a 5 jours, la semaine dernière, et il m'a été prouvé qu'il y a les médicaments qui, pour toutes ces maladies chroniques-là, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour le sida, on en a. D'abord, demain, je vais faire une présentation pour le sida. Pour la tuberculose, on en a. Pour le paludisme, il y a à peine 10 jours, nous avons présenté quelque chose. Nous avons 9 millions de moustiquaires qu'on va donner. On a des réactifs, même pour les tests rapides. On a tout ce qu'il faut. Les gens sont en train de travailler pour le ver de Guinée. On a tout ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Et tous les coordonnateurs sont en train de travailler pour que nous ne serons pas surpris parce qu'on a mis du temps pour le Covid. Bon. Pour le reste, oui. Et là, en conclusion, je viens ici, le professeur Choua a signé le 1er juin à toutes les provinces, et la province du Bira a eu 14 millions le 1er juin. Et ça, j'ai un document qui est ici qui l'est dit. Et sincèrement dit, si je n'ai pas pu répondre à certaines questions, vous m'excusez.
Mais franchement, le cadre de la santé, et je voudrais vraiment, au nom du président de l'Assemblée nationale, nos médecins, nos infirmiers méritent beaucoup. Méritent beaucoup. Vous n'avez jamais manqué de leur dire bravo, continuez. Et je vous jure, je ne connais pas de cadres verriers au ministère de la Santé avec lesquels nous partageons ou nous battons pour les sous. Nous nous battons pour soigner. Nous nous battons pour chasser ces virus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excusez-moi du temps que j'ai pris pour répondre à certaines questions. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Je pense que depuis presque un peu plus de 15 jours maintenant, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour améliorer le dispositif pour la lutte contre le Covid-19, ce qui est tout à fait remarquable. Les moyens sont mis à la disposition du comité pour faire son travail. Comme vous l'avez si bien relevé, il y a certains produits, certains équipements qu'on peut commander mais qui ne vont pas arriver comme on le souhaite. Nous devons reconnaître cela. Mais il faut travailler avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens que vous avez en main ici. Et c'est pour ça que il faut améliorer donc le système d'information, s'agissant surtout au niveau des tests. Parce que quand vous faites des tests et que les résultats sont communiqués automatiquement à ceux qui ont été testés, je crois que ça vous permet de prendre des mesures nécessaires. Mais lorsque les hommes et les femmes que vous testez ne sont pas au parfum de leurs résultats sérologiques, évidemment ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, nous avons des moyens très limités en matière de tests au niveau du laboratoire. Donc, il vaut mieux utiliser le peu de moyens que nous avons et que ceux qui sont testés soient vraiment informés. Sur le plan de la sensibilisation, et je pense que c'est vrai, beaucoup d'efforts a été fait peut-être au niveau des grandes villes et autres. On voit un peu à travers la télévision ce qui s'est fait de mieux, c'est-à-dire que le lavage des mains, le port des cache-nez, tout ce qu'on voit les gouverneurs en train de faire. Mais ça, c'est bon. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans le monde rural pour que la sensibilisation, l'information puisse vraiment être prise en compte pour que le monde rural s'approprie les mesures barrières dont